Bonjour, nous sommes toujours le samedi 27 ou 28 septembre 2014 et je vais vous parler de la responsabilité de l'historien quant à l'attribution, la paternité des idées, des œuvres. Sans les historiens, n'importe qui pourrait s'attribuer n'importe quoi. L'historien est le garant d'une certaine éthique de la création. Quelqu'un vous dit quelque chose. Comment savez-vous que c'est de lui, réellement, ou qu'il l'a emprunté à gauche ou à droite? La plupart des gens sont incapables de répondre à cette question. Parce que ça demande une enquête qui est totalement au-dessus, au-delà des capacités de temps matériel et même mental de la plupart des gens. Donc la plupart s'en profitent de cela pour s'approprier des idées qui ne sont pas les leurs. Soit qu'ils ne se souviennent plus d'où ils tiennent ces idées, ce qui n'est pas une excuse, soit qu'ils ne veulent pas mentionner les sources. Ce qui distingue quelque part un débat entre des historiens et un débat où il n'y a pas d'historien, c'est bien cette question-là. Quand il n'y a pas d'historien, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand il y a d'historien, chacun s'approprie ce qu'il veut. Voilà, notamment les femmes, elles vont dire telle chose, et puis elles vont dire, c'est moi qui pense comme ça. Et c'est à l'historien de remettre les pendules à l'heure et de dire, mais non, écoutez madame, je suis désolé, vos propos n'ont rien d'original, c'est un tel qui a dit ça bien avant vous, etc. Et donc ils sont là pour mettre un peu un bémol, une certaine euphorie de la personne qui croit que du moment que ça passe par sa bouche, que c'est d'elle, que c'est de lui. Et non. Et même, je dirais franchement, que même quand on n'a pas été influencé par quelqu'un, il faut reconnaître que telle personne a dit des choses, a dit ces choses-là avant vous. Ça va encore plus loin que ça. Parce qu'on ne va pas discuter de savoir est-ce que la personne savait ou ne savait pas. Ça a été dit avant, ça a été exprimé avant, ça a circulé avant, c'est arrivé par des moyens divers à la personne en question, c'était dans l'air, peu importe. Tout cela est du rôle de l'historien qui doit préciser les choses, qui doit restituer le fil des influences. Et en ce sens-là, l'historien est quelqu'un qui empêche, qui est un trouble-fête en quelque sorte, qui empêche les gens de tourner comme ils l'entendent. Et je trouve ça je crois qu'être aimer l'histoire, c'est réellement aimer en avoir le cœur net concernant tel ou tel événement, tel et tel texte. Il y a des précédents. Pas uniquement aussi en textes, il y a des précédents historiques. Par exemple, la Révolution anglaise de 1749, elle ressemble, elle annonce celle de 1793, avec la décapitation du roi dans les deux cas. Il y a des tas d'exemples comme ça, je veux dire. Et la France elle-même, comme l'a rappelé, est souvent un droit de préséance. Je pense notamment, bien évidemment, au cas des mots français qui sont passés en anglais, mais qui sont passés aussi en allemand, en russe, et autre part, en néerlandais. L'historien doit rétablir le fil des choses en disant voilà, bon, effectivement, vous employez ce mot-là, mais ce mot-là, il a été emprunté au français, etc. Ou voilà, tel mot vient de telle langue. Tout ce problème de la filiation est nécessaire. Vous me direz, mais à quoi bon? Ben si, parce que il faut savoir où sont les sources vives. C'est très important qu'une société connaisse, une société et l'humanité tout entière connaisse ses sources vives.
sache d'où vient réellement l'élan créateur. Parce que si elle met sur le compte de gens qui n'ont absolument pas cet élan le bénéfice de cette création, ben, elle investit à côté de la plaque. Et ça peut être extrêmement dangereux. Nous vivons dans une société où les sources vives ne sont pas identifiées correctement. On ne rend pas à César ce qui est à César, formule qui est dans l'Évangile. L'historien, il est là pour rendre à César ce qui est à César, justement. Mais il faut bien reconnaître que c'est une race à part, qui va passer des années peut-être à compulser des documents pour s'assurer que telle idée n'a pas été exprimée avant, n'a pas été récupérée avant, ou de quelle façon ça l'a été, jusqu'à quel point ça l'a été, etc. C'est ça le travail de l'historien, et c'est pour ça que souvent il a affaire à des faussaires. On ne peut pas dissocier le travail de l'historien du travail consistant à dénoncer, à signaler les contrefaçons, les forgeries, comme disent les Anglais. Un bon historien est quelqu'un qui dénonce un certain nombre de mystifications, d'appropriations abusives. Et c'est pour cela que malheureusement je suis tombé sur le cas des femmes, parce que les femmes sont justement au cœur de cette mystification, qui est due justement au fait que lorsque nous parlons, lorsque nous disons quelque chose, ce que nous disons ou ce que nous écrivons avec notre main, ça n'est pas pour autant à nous. Ça ne nous appartient pas forcément. Le seul cas où ça nous appartient, et encore, c'est le cas de l'enfantement. Mais l'enfantement, il ne se fait pas sans les hommes, même s'ils ne sont pas là au moment de l'enfantement. Donc, voyez-vous, il y a une tentation. Il y a une tentation, on ne peut pas dire le mot autrement. De dire oui, ben, on ne le saura pas, on ne va pas retrouver les traces, allez hop, je m'approprie la chose. C'est du vol. C'est du vol. Et l'historien, il est là pour faire la police. Voilà. Donc, je reconnais que l'historien n'est pas pour autant celui qui va plaider pour une sorte de conservatisme, pas du tout. Au contraire, son travail permet de faire apparaître la véritable nouveauté, la véritable innovation. Quand effectivement il y a une créativité philosophique, artistique, de la pensée, de l'œuvre, eh bien il faut le reconnaître, à condition, bien entendu, qu'il y ait eu la confirmation par l'historien de la valeur intrinsèque de la chose qui est proposée, et que qu'on ne prenne pas des vessies pour des lanternes.